Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Transition et Énergie et bienvenue dans une nouvelle émission. La nouvelle émission sera avec Bertrand Alliot, que vous connaissez sans doute déjà, qui est un chroniqueur plus que fidèle de Transition et Énergie. Et on va parler avec Bertrand Alliot des écologistes, de l'idéologie écologique et de son impact politique et sur la transition énergétique depuis de nombreuses années et actuelle. Juste avant de commencer, je voudrais vous montrer le dernier numéro de Transition Énergie qui vient juste de sortir et qui porte notamment sur l'innovation nucléaire et la nécessité, si on veut construire un nucléaire durable, entre guillemets, d'aller vers de nouvelles technologies et de changer les technologies par rapport à celles qu'on utilise aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre débat. On va en revenir, Bertrand Alliot, aux écologistes et à l'idéologie écologique. Elle a, depuis des années, façonné en fait notre politique énergétique. L'idéologie écologique ou écologiste, elle a même été triomphante et elle s'est introduite dans tous les lieux de pouvoir, qu'ils soient en France et qu'ils soient en Europe. Vous pouvez peut-être un peu nous expliquer à quel point l'écologie a eu la main sur les politiques de transition énergétique notamment, presque, on va dire dans tous les ministères, à la présidence, à la Commission européenne. Racontez-nous un peu ça. Et puis après, on se posera la question sur est-ce que l'influence a été positive ou négative? Et ensuite, est-ce que on assiste aujourd'hui à un reflux de cette influence politique? Oui, donc en fait, effectivement, l'écologie a marqué la transition et puis beaucoup de politiques publiques en fait depuis peut-être 20 ans maintenant. Mais il faut toujours commencer par revenir à la notion d'environnement. Alors ceux qui me connaissent savent ce que je vais raconter. Je raconte toujours la même chose, mais la répétition, c'est la pédagogie. Et donc, il faut différencier environnement et écologie. Donc l'environnement, c'est le traitement des pollutions, des nuisances et des risques. C'est très simple à comprendre. Hein. La politique de l'environnement, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'idéologie derrière. Il y a simplement, une activité économique, industrielle, tout ce que vous voulez, agricole, qui crée des nuisances. Et il faut traiter ces nuisances ou ces pollutions ou ces risques. Il y a des risques industriels dans le nucléaire, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que l'environnement, au sens originel, c'est un conservatisme, j'irai jusque-là, c'est-à-dire qu'on veut conserver un certain nombre de choses qu'on apprécie ou qu'on aime? Alors, je dirais pas tout à fait ça, moi, parce que là, on commence à rentrer dans l'idéologie, justement, parce que l'environnement était très lié au départ aussi à la notion de la nature, qui est un autre terme très important. Il y en a 3 qui sont importants: nature, environnement, écologie, on peut dire. Et la nature, c'est le patrimoine naturel. Et ça a toujours été source de... ça a toujours nourri l'écologie. C'est comme ça qu'elle est née, d'ailleurs, je pense. Et donc, là, il y a une sorte de conservatisme. Mais sur l'environnement, les politiques de l'environnement proprement dites, c'est vraiment très basique et j'allais dire nécessaire. Elles s'imposent de fait dans tous les États du monde, les politiques d'environnement, même si vous n'avez pas de conservatisme écologique, la nature ou tout ce que vous voulez. Hein, dans Chine, par exemple, elles s'imposent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à un stade du développement, les pollutions, les nuisances et les risques deviennent insupportables, ou elles deviennent trop grands pour les laisser comme ça se produire, en fait. Et donc, vous avez une réaction naturelle, comme sur les politiques sociales, c'est exactement la même chose. À un moment donné, vous avez des politiques sociales, culturelles, et bien aussi environnementales. Donc, c'est ça l'environnement, comment je traite les nuisances, les pollutions et les risques. Et ça, c'était comme ça qu'est né au départ le ministère de l'Environnement, s'occuper de ces questions-là. Plus les questions dont je viens de parler, qui sont les questions de la nature, les espèces animales, végétales, les parcs naturels régionaux, nationaux. Ça, c'était le ministère de l'écologie. De l'environnement. Avant qu'ils viennent le ministère de l'écologie. Voilà. C'était le ministère de l'Environnement. Et c'était une époque où le mouvement de l'écologie, alors l'écologie, c'est, comme je l'avais défini la dernière fois, c'est un mouvement qui a identifié une crise existentielle de l'humanité, on va dire ça comme ça. Et puis, comme il y a cette crise existentielle, elle pense qu'il faut absolument se sortir de cette crise par des politiques de salut public. C'est ça l'écologie. Une crise et des politiques de salut public qui doivent sortir de la crise. Est-ce que juste, excusez-moi de vous interrompre, juste une chose, est-ce qu'on peut considérer comme c'est une idéologie, qu'elle a un côté totalitaire, au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est une explication du tout par cette crise écologique. Oui, c'est une pensée systémique, je crois que peut-être on en avait parlé la dernière fois, mais c'est ça, c'est que, évidemment, ça devient pensée systémique parce qu'elle estime qu'il y a une défaillance structurelle
si vous voulez, chez les hommes. Et donc, il faut travailler sur cette défaillance structurelle pour se sortir de ce mauvais pas. Défaillance structurelle de la civilisation. Oui, voilà, c'est un peu ça. Tandis que, donc là, on est sur oui, forcément ça va sécréter de l'idéologie, de la religion même. Tandis que sur l'environnement, on n'est pas du tout là-dedans, si vous voulez. Moi, je prends souvent un exemple. Bon, ça sera un peu mon prochain livre. C'est si vous voulez, vous avez Bruce Banner. Vous savez, Bruce Banner, c'est celui qui va devenir l'incroyable Hulk. Alors, c'est un petit gars en costume, bien propre et tout. Puis tout d'un coup, il tape sur quelque chose. Enfin, il y a une espèce de crise, vous voyez, et puis il se transforme. Il devient un géant vert Et surpuissant. puis en plus, il devient vert. Et donc, c'est un peu l'environnement, c'est un peu Bruce Banner, vous voyez, qui va s'occuper des pollutions, des nuisances et des risques tranquillement. Et l'écologie, c'est l'incroyable Hulk. Parce qu'il y a une crise, et comme il y a une crise, il faut répondre par une politique de salut public. Hulk, il va faire le salut public parce qu'il a tellement de force. Donc, c'est ça l'écologie, finalement. Et le ministère de l'Environnement. Alors, l'image est intéressante, si je peux aller plus loin, parce que le Hulk, il devient tellement violent qu'il est incontrôlable, qu'il sait plus ce qu'il fait et qu'il est dangereux à cause de ça. Oui, ben on pourra peut-être poursuivre le parallèle. Voilà, ben, il y a tout à fait ça dans l'écologie, en fait. Et surtout avec le ministère de l'écologie. Parce qu'il faut comprendre que on a vécu le temps de l'environnement et de la nature, etc. Et puis qu'à un moment donné, les écologistes ont réussi à faire passer l'idée qu'il y avait cette crise existentielle de l'humanité et qu'il fallait réagir de façon très, très importante. Et bon, ça a été très progressif. L'écologie, encore une fois, comme je le dis toujours, n'a pas changé depuis le 19e siècle. Par contre, elle a réussi à essaimer absolument partout, et notamment chez les élites politiques. Et dans les institutions internationales. Oui, et puis dans les entreprises aujourd'hui, c'est très clair, dans les grandes écoles, à l'université, absolument partout. Donc c'est une idéologie qui est devenue dominante. Oui, absolument. Voilà, en tout cas dans le monde occidental. Absolument. Et donc, il y a eu une étape en France qui a été très importante et qui a marqué le passage de l'environnement à l'écologie. Et ce qui est fascinant en France, c'est que les mots ont accompagné, le changement des mots a accompagné le changement d'état d'esprit. C'est ça qui est fascinant dans notre pays. Et on est passé du ministère de l'Environnement, il a eu plusieurs noms, mais on va l'appeler comme ça vulgairement, il y a toujours eu le mot environnement dans le ministère, au ministère de l'écologie. Et ça s'est passé en 2007. Mais au ministère de la Transition écologique. Oui, mais alors en 2007, oui, alors je sais plus exactement les termes. Alors je fais des résumés. La transition, c'est en mouvement. On est plus dans. Voilà, pardon. Ce que je veux dire, c'est que le nom du ministère change toujours. Donc pour simplifier, je parle de ministère de l'Environnement ou ministère de l'écologie, comme ça comprend tout. Oui, parce qu'il y a du développement durable, solidarité, il y a plein de choses. Donc en tout cas, le mot écologie est apparu dans l'intitulé du ministère en 2007, lorsque on a fusionné deux administrations, celle de l'environnement en fait, et celle de l'équipement. Et à ce moment-là, on a vu un ministère grossir. Et c'était en partie dû à l'action de Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a fait le pacte écologique. Et le pacte écologique, c'était de dire justement, de façon cohérente pour l'écologie, que nous étions dans une crise existentielle et qu'il fallait répondre de façon très importante avec des politiques de salut public. Et donc, on a eu une des revendications de Nicolas Hulot, c'était que, en fait, l'environnement n'était pas traité à sa juste valeur parce qu'il était mal placé institutionnellement. Il était toujours en dessous des préoccupations parce qu'il n'y avait pas il n'était pas haut placé dans la hiérarchie ministérielle, par exemple. Et donc, il avait demandé à ce qu'on ait un vice-premier ministre du développement durable. C'était ça, voilà. Une des revendications du pacte écologique. Et tous les candidats à la présidentielle ont signé ce pacte, dont Nicolas Sarkozy, qui sera le vainqueur. Et donc, il y a cette création de ce grand ministère de l'écologie, avec à l'intérieur des thèmes très importants, qui sont les transports, le logement, l'énergie, et puis donc les thèmes traditionnels, que sont les luttes contre la pollution, les nuisances et les risques, comme je l'ai dit, et enfin les thèmes de la nature, donc la protection des espèces et des espaces naturels. En gros, le ministère de l'écologie, les transports, énergie, logement, c'est ce qui donne c'est ce qui change la nature et la dimension du ministère. Donc on n'a pas eu un vice-premier ministre développement durable, mais on a eu un ministre d'État avec un ministère qui devenait obèse d'une certaine manière et donc plus puissant. Et donc ce qu'il faut noter là, c'est que la logique du ministère de l'Environnement, de l'écologie, tout ce que vous voulez, c'est toujours de réduire
d'enchasser, si vous voulez, le développement économique dans des règles, dans des interdictions, dans des normes qui permettent que, justement, on n'aille pas vers cette crise, si vous voulez. Vous avez de la logique, la raison écologique, c'est toujours d'essayer de diminuer les nuisances. Et ça, c'est pas la raison économique. La raison économique, c'est toujours le développement pour assurer le bien-être matériel, on va dire ça, pour résumer. Hein. Et donc, c'est deux logiques qui sont contradictoires. Donc, il faut trouver toujours, l'environnement, ça avait toujours été ça jusque-là, un compromis entre l'environnement, disons, et l'économie. Hein, parce que mais quand vous mettez beaucoup de choses dans le ministère de l'écologie, vous avez tendance à amener une dominante justement environnementale plutôt que le compromis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent. Oui, elle prend le dessus sur les impératifs économiques et financiers. Absolument. Et sociaux. Parce que, dans sa logique, il y a une crise existentielle, et si on ne le fait pas, on va tous mourir. Donc il y a une espèce de logique absolument implacable de cette façon de penser. À partir du moment où on rentre dans l'écologie, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Donc la surréglementation en matière de logement, de transport et d'énergie remonte en partie à partir de 2007. Oui, tout à fait. Ça a été progressif, évidemment, hein, mais ça remonte à cette date-là, alors qui est très visible en France, parce qu'il y a ce changement de nom, mais qui se passe en fait aussi dans les autres pays européens. Si vous allez regarder les ministères de l'environnement, vous verrez qu'au début, ils étaient un peu comme en France, chargés des thèmes que j'ai dit. Et puis, vous avez, selon les pays, hein, c'est pas dans tous les pays pareil, mais le rajout comme ça de politique, notamment l'énergie, très souvent, les transports aussi, mais aussi l'agriculture dans certains cas. Voyez, et donc vous avez cette tendance comme ça, et ce changement de mot s'est opéré aussi dans certains pays, mais plus tard, en Espagne par exemple, et en Italie, dans les pays latins. Alors il doit y avoir une raison de langue latine peut-être, mais vous avez eu ces changements qui ont été un peu partout. Et à l'échelle de la Commission européenne, ça s'est traduit comment? Oui, alors il y a aussi un changement. Il y a toujours eu un commissaire de l'environnement, justement. Une administration, une direction générale de l'environnement, mais il y a eu aussi un phénomène similaire au niveau de la Commission européenne. Donc aujourd'hui, vous avez un vice-président, vous avez une organisation, vous avez un président de la Commission européenne, vous avez en dessous, je crois que c'est 3 vice-présidents qui ont hiérarchiquement. Donc ce que voulait Nicolas Hulot en France, ça existe à l'échelle de la Commission européenne. Oui, en tout cas maintenant, on peut dire que ça existe parce que vous avez un vice-président de la Commission européenne en charge du pacte vert européen, le fameux Green Deal. Hein. New Green Deal. Voilà. Et ce personnage-là, vous voyez, c'est les vice-présidents, c'est eux qui mènent une politique qui est estimée plus importante au niveau européen. Donc vous avez de l'écologie à l'intérieur de ça. Quoi. On va dire, ils ont le pas politique sur les commissaires. Alors en tout cas, hiérarchiquement, oui, il est au-dessus de certains commissaires, et il anime un groupe de commissaires, justement, sur le pacte vert, et qui est, alors il y a l'agriculture, l'énergie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les transports, bien sûr, toujours, et puis il y a plusieurs thèmes comme ça, mais toujours ces sujets-là emblématiques, si vous voulez, qui ont été intégrés dans les ministères de l'environnement, enfin de l'écologie ou de l'environnement, peu importe, au niveau européen. Donc il y a cette même organisation qu'on retrouve finalement, ou cette même logique de mettre l'environnement au-dessus. Enfin l'écologie. La raison, oui, mais je dis environnement parce que l'écologie, c'est l'environnement qui est mis au-dessus, si vous voulez. C'est Banner qui s'est transformé en... L'environnement est toujours là, mais il est au-dessus. Donc, on parle... Voilà. C'est pour ça que je continue à utiliser la raison. La raison écologique, la raison environnementale. Mais donc, on retrouve cette organisation-là au niveau européen, finalement. Mais aussi, en France, on a eu un approfondissement de cette tendance dans 2 domaines. Vous avez vu notamment dans le Premier ministre récemment, c'est quand Elisabeth Borne est devenue Premier ministre. Qui a été ministre de la Transition écologique. Oui, tout à fait. Eh bien, alors je ne sais plus la raison, d'ailleurs, qui avait poussé à ça, peut-être la démission de Nicolas Hulot, enfin il y avait eu un truc. Ils ont fait en sorte que le Premier ministre soit directement en charge de la transition écologique. C'est inscrit comme ça, et vous avez d'ailleurs je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un groupe de fonctionnaires. Donc elle gardait sous sa coupe les questions écologiques. En tout cas, c'est elle qui est
qui est responsable, c'est elle, Elisabeth Borne, puis aujourd'hui Gabriel Attal, c'est le Premier ministre, donc le personnage le plus important du gouvernement, qui est en charge de la transition écologique. Donc, s'il utilise et s'il met en avant la raison écologique, ce qui est logique de faire, eh bien, il va déterminer toutes les autres politiques en fonction des impératifs écologiques. Et on sera plus forcément dans la recherche du compromis, même si celui-ci va quand même s'imposer d'une certaine manière, mais pas assez fortement. Mais on va être plutôt dans la domination. On va y venir un peu plus tard. Il s'impose de plus en plus fortement, ce qui oblige à faire, à changer parfois un peu de doctrine, mais on va y arriver. Oui, mais justement, l'idée, c'est là, on est en train de voir un peu comment ça s'est passé dans le passé d'une certaine manière. Mais là, il y a des petits changements qui montrent peut-être qu'on change d'état d'esprit par rapport à l'environnement, mais on va y venir. Donc, il y a donc le poids grandissant de l'écologie au sein du gouvernement jusqu'à ce que ça devienne alors d'abord un grand ministère et ensuite un domaine entre guillemets sous la coupe directe du Premier ministre. Et c'est vrai aussi à l'Élysée. Et oui, et c'est ça qui est fascinant. Là, on a d'autres étapes qui se sont produites. Et notamment, il y a eu la création du Conseil de défense de l'écologie. Conseil de défense écologique. Et avant, il en existait un autre conseil de défense, mais c'est le conseil de défense militaire. Et alors, il y a eu le sanitaire aussi pendant le Covid. Ah, absolument. Oui, il y en a eu 3. Mais vous voyez, alors pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que vous voyez que là, on est dans la domination écologique. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine de la survie, de l'état d'urgence. C'est la crise existentielle. C'est soit on réagit, soit on est mort. C'est Nicolas Hulot qui disait ça au niveau du pacte écologique. Et vous voyez que là, on a un conseil de défense. D'habitude, c'est militaire. C'est la survie, la défense. Là, on réunit le conseil de défense quand il y a des problèmes très importants. J'imagine qu'en ce moment, il va se réunir. De même que au niveau sanitaire, même si on peut évidemment critiquer ce qui s'est passé sur le Covid, on va pas refaire on va pas reparler du Covid. Mais c'est pas notre objet. Voilà. Mais quand même, il y avait, même si elle était pas tout à fait vraie, c'était considéré comme une crise existentielle. Et là, c'est pareil avec le Conseil de défense écologique, donc qui regroupe les principaux ministres en charge des questions liées à l'écologie, justement. Et on va retrouver, comme par hasard, les mêmes thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, agriculture, énergie, écologie, transport, etc. Et donc... Et avec des déviations, ou en tout cas on voit l'impact que ça a. Et le dernier, c'est on va dire la controverse et la polémique qui a existé quand il y a des conseillers du président de la République qui sont proches des écologistes et proches notamment de Monsieur Canfin, oui. Qui ont décidé lors du salon de l'agriculture d'inviter les soulèvements de la terre avec les organisations syndicales agricoles, ce qui a provoqué on va dire un clash et le fait que finalement cette réunion n'a jamais eu lieu. Oui. Mais là, on voit bien, on va dire, l'emprise de l'idéologie écologique, y compris à l'Élysée. Absolument. Et c'est ça qui était fascinant, c'est que, alors, il y a eu cette fameuse crise, donc vous le disiez, donc on invite les soulèvements de la terre qu'on voulait dissoudre quelques semaines plus tôt, et donc ça a créé un grand scandale au niveau des agriculteurs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, parce qu'on commençait à désigner les conseillers de l'Élysée, qui étaient à l'initiative de cette affaire. Apparemment, mais c'était évidemment le cas, même si Emmanuel Macron l'a nié à un moment donné, mais qu'enfin a confirmé que c'était une idée très très sérieuse. Et donc, moi, je suis tout de suite allé voir, tiens, je vais aller voir comment s'est organisée cette affaire, parce que je me doutais qu'on allait retrouver l'organisation que je voyais un peu partout s'être mise en place, à l'Élysée également. Et ça n'a pas manqué, en fait. Vous avez d'abord un conseiller en agriculture qui s'appelle Mathias Ginet. Alors, c'est quelqu'un qui a fait, je crois qu'il a fait École normale supérieure, et puis l'ENA, enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, il a fait l'ENA. Et quand on regarde son parcours, alors, il a un parcours lié à l'agriculture, évidemment, mais quand même très lié aux affaires climatiques, quoi. Donc, son but, quand il s'est intéressé à l'agriculture, c'était pour développer l'agriculture, ou justement parce qu'il était, habité par la crise climatique et qu'il voulait mettre en couple, régler l'agriculture pour la mettre dans les objectifs de décarbonation. Et j'ai l'impression que dans son parcours, c'est plutôt ça, c'est que c'était vraiment agriculture et climat, quoi. Alors que ça pourrait être tout un tas d'autres sujets. Il y a plein de gens très très compétents en agriculture qui peuvent être spécialistes des rendements agricoles ou je ne sais pas quoi.
Donc voilà. Donc vous aviez ce personnage-là. Mais ce qui était incroyable, c'est que, comme par hasard, qui était son responsable? C'était un responsable qui a pour charge l'écologie. Donc l'agriculture était une sous-partie d'un groupe écologique qui était appelé écologie. Et le gars s'appelait Benoît Faraco. Et Benoît Faraco était un ancien militant d'Action Climat et un ancien porte-parole de la fondation Nicolas Hulot. Et on revient au pacte écologique. Et là, c'était marrant de retrouver l'organisation institutionnelle qu'on retrouve en France, en Europe, au sein même du cabinet de l'Élysée. Est-ce qu'on peut parler d'entrisme, comme on a pu parler d'entrisme pour les trotskistes ou pour les maoïstes? Est-ce que la comparaison fait sens? Alors, oui et non, parce que l'entrisme, il y avait une logique cachée derrière. C'est-à-dire comment dire, oui, on masquait son étiquette et on faisait semblant d'être dans notre groupe et on faisait de l'entrisme comme ça. Tandis que là, c'est pas du tout caché. Et c'est même, je pense, c'est complètement institutionnalisé, c'est intégré chez les élites, en fait. C'est fascinant. J'ai écouté récemment, je vais pas dire qui c'est, mais un des directeurs d'une grande école française. Et il est vraiment habité par la décarbonation, le climat, si vous voulez. Alors que c'est une grande école française qui a produit énormément d'ingénieurs, d'ailleurs, beaucoup dans le ministère de l'écologie aujourd'hui. Et donc, vous avez cette intégration, en fait, c'est ce passage, si vous voulez, entre l'environnement comme problème à l'écologie, comme idéologie et comme idéologie et donc, gagnante. Enfin, en tout cas, comme idéologie qui s'impose. Oui, parce que ce que vous décrivez là, on va dire, c'est petit à petit, ou même relativement rapidement, puisque c'est sur une quinzaine d'années, les tenants ou les porteurs de cette idéologie, en fait, qui arrivent à prendre les leviers du pouvoir. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez dans à une échelle européenne ou internationale. Oui, dans l'administration, par exemple, c'est fascinant de voir à quel point ça a changé d'état d'esprit. Les gens sont vraiment des écologistes au sens où je les ai définis tout à l'heure. Vous allez, par exemple, dans les écoles d'agriculture, aujourd'hui, les ingénieurs, moi, je rencontre pas mal d'agriculteurs, ils me disent, mais c'est incroyable, AgroParisTech, c'est devenu un nid d'écologistes. Alors, l'écologiste, comme je l'ai défini, encore une fois, ma définition, c'est on croit qu'il y a une crise existentielle et qu'il faut des politiques derrière de salut public. Je ne fais que répéter ça parce que c'est hyper important. Pour moi, quand je parle d'écologie, c'est ça. Et donc, évidemment, si vous pensez qu'il faut oui, il ne s'agit pas de dire que les écologistes sont insincères, ou en tout cas que la majorité d'entre eux sont insincères. C'est pas vrai, c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est maintenant dans l'administration, vous avez énormément. Alors, il y a vraiment aussi un saut générationnel. Si vous voulez, j'ai discuté beaucoup avec des gens de 60, 70 ans qui ont des enfants, par exemple, et ils sont fascinés par le changement, par l'état d'esprit de leurs enfants, quoi. Enfin, par certains, c'est pas tous, mais il y a vraiment une tendance très, très forte. Par exemple, on ne prend plus l'avion, par exemple. On le rencontre très, très souvent, et des gens qui deviennent très, très, presque agressifs. C'est vraiment quelque chose qui devient très important. Alors je vous en prie. Alors, j'ai oublié de dire un truc très important sur les ministères de l'écologie ou de l'environnement selon les pays. C'est qu'on a eu tendance à faire une erreur qui a été fatale, à mon avis. C'est que quand c'était un ministère de l'Environnement, on mettait plutôt quelqu'un qui s'intéressait à l'environnement. Ça a pu être des écologistes, Madame Voynet ou voilà, même comment s'appelle-t-elle l'ancienne ministre de Chirac, écologiste. Bon, j'ai perdu son prénom. Il y a eu Brice Lalonde aussi, par exemple. Oui, enfin, en tout cas, les ministères de l'Environnement avaient tendance à les confier à des gens qui étaient passionnés par l'écologie, enfin, à des écologistes, précisément. Mais quand c'était un ministère de l'Environnement, c'était pas très grave et c'était même plutôt un bienfait. Parce que, si vous voulez, le ministère de l'Environnement était un peu marginalisé d'une certaine manière, puisque c'était l'empêcheur de tourner en rond quand même. Il venait c'était moins facile de travailler si vous avez des normes environnementales que si vous n'en avez pas. Donc, au sein même du gouvernement, le ministère de l'Environnement était plutôt une force d'opposition pour faire passer certaines idées. C'est normal. Et donc, on mettait là un activiste dans l'environnement. Pas toujours, mais quand même, il y a eu cette tendance. Mais on a gardé cette habitude lorsque le ministère est devenu le ministère de l'écologie. Et alors là, c'était un bienfait avant, mais ça devient problématique après. Parce qu'évidemment, ce ministère qui a pris beaucoup de pouvoir au niveau de son périmètre, s'il est toujours animé par un écologiste, ça va devenir problématique. Et ça l'est devenu, en fait, parce qu'on a eu des gens
qui ont été vraiment, on a eu Nicolas Hulot, donc plein de gens, même d'une certaine manière, Juppé qui n'est pas resté très longtemps, mais était devenu un écologiste après son épisode au Québec, parce qu'il était complètement hanté par la fin du monde. Elisabeth Borne était, quand elle était au ministère de l'écologie, relativement militante. Oui. Voilà, et donc vous avez plein de personnages comme ça. Par exemple, pour faire des études pour montrer qu'on pouvait avoir 100% d'électricité renouvelable, ce qui est contesté par la quasi-totalité des experts. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, ce phénomène, ou cette habitude, cette mauvaise habitude de mettre des activistes au ministère de l'Environnement, ça s'est produit aussi dans tous les autres pays où il y avait un mouvement d'écologie politique, si vous voulez. Donc, on le retrouve en Autriche, on le retrouve en Allemagne, bien sûr, on le retrouve en Irlande, en Belgique, c'est très important en Belgique. Donc, vous voyez, là où il y a eu des partis verts, on a eu tendance à faire ça. Et ça a aggravé les choses, parce qu'évidemment, si vous mettez un activiste dans un ministère où il y a de plus en plus de pouvoir, eh bien, vous avez des politiques plus radicales, on va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, il y a cette tendance. Alors après, j'ai une question. On va revenir un peu, remonter un peu dans le temps sur ce qui est de l'idéologie écologique, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, le début de l'écologie, en tout cas en tant que mouvement politique en Europe, c'est dans les années 1970. Le premier candidat écologiste en France, c'est Dumont en 74, dans mes souvenirs. Il avait fait 1% depuis René Dumont. Et la naissance de cette idéologie, elle est surtout forte en Allemagne, et elle est construite avant tout dans l'antinucléaire, avec l'espèce de mélange on va dire des gens, entre la peur de la guerre nucléaire et puis l'énergie nucléaire ou atomique. Donc la peur de la bombe et la peur la peur des centrales nucléaires et atomiques. Et ça fonctionne très très bien en Allemagne notamment, ça démarre très fort en Allemagne, et puis après ça se répand un peu partout ailleurs. Est-ce que on va dire cette base idéologique, cette base du combat politique qui est le combat contre le nucléaire, ça explique ou ça a expliqué le fait que dans beaucoup de pays européens, et même y compris en France, on va dire l'opposition à l'énergie nucléaire a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à, on va dire, l'arrêt des centrales ou de la production d'électricité à partir de centrales nucléaires en Allemagne et dans d'autres pays européens, et jusqu'à le fait qu'en France, pendant 20 ans, on a, entre guillemets, abandonné, dans une certaine mesure, le nucléaire. Oui, alors effectivement, alors il faut comprendre que l'écologie, le mouvement de l'écologie identifie cette crise dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il faut comment dire, prouver qu'il y a une crise. Et donc, au début, la naissance de l'écologie, en fait, c'est pas avec l'écologie politique, c'est bien avant, au 19e siècle, avec surtout les questions de la nature dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là, et là, on parle, par exemple, pas mal des pollutions, de surexploitation de la nature, de la disparition de certaines espèces. Puis après, on passe à des sujets différents. On va passer... il y a eu les pluies acides, si vous vous rappelez. Et ça a été très important. En Allemagne notamment. Oui. Et il y a eu un autre thème qui a comme ça nourri le catastrophisme écologique, c'était la couche d'ozone. Ça a été un grand truc aussi, dont on n'entend plus parler, et on se demande pourquoi, parce que finalement, si on regarde un peu les choses, on se demande si vraiment les choses ont bien changé. Mais bon. Et puis il y a eu aussi ce sujet de la technologie, j'allais dire, qui serait source de problèmes et de catastrophes, en fait. C'est le développement technologique. Mais c'est pas le fondement de l'idéologie écologique ou écologiste, qui est la mécanisation, la technologie, le capitalisme, on arrive jusque-là, a un impact absolument négatif et nous mène à notre perte. Oui, non, mais c'est vrai. C'est en ce sens-là que je disais on peut rapprocher ça un peu d'un certain conservatisme. Oui, une volonté de préserver un mode de vie. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors je voulais en revenir à la technologie et au nucléaire, mais avant, rappeler qu'il y avait quand même c'est vraiment la crise existentielle et comment j'essaye de la justifier, de
voyez, de faire en sorte qu'elle est... De l'illustrer ou de l'incarner. De l'incarner. Et après, d'ailleurs, cette histoire de nucléaire et qu'on ait abandonné, parce que ça, aujourd'hui, ça n'existe plus trop, on est passé au climat. Et c'est d'ailleurs le climat, parce que je l'ai pas dit, qui a fait avec une passer... certaine contradiction, d'ailleurs. Mais... Oui, absolument, sur le nucléaire, oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est la thématique du climat en apparaissant qui va faire le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, qui va lui donner sa force de passer de l'environnement à l'écologie, justement. Et c'est là où les élites politiques ont commencé à être convaincues, c'est avec l'histoire climatique. Avant, les élites politiques, les élites en général, sont restés assez sceptiques sur le catastrophisme écologique, jusqu'à cette affaire climatique, d'une certaine manière. Voilà, c'était pour résumer. Mais effectivement, il y a eu un grand moment nucléaire, et au début, les partis verts, pas l'écologie, mais les partis verts écologistes, qui est une part de l'écologie, je dirais, c'est beaucoup construit, c'est vrai, contre la peur en fait, pourquoi, à mon avis, c'est parce que elles sont nées dans les années 70 et que dans les années 70 se développait le nucléaire d'une certaine manière. Oui. Je pense que c'était une réponse à la crise énergétique. Voilà, et puis ils ont vu ce truc, cette énorme technologie qui leur semblait. Il y avait possiblement des raisons aussi de s'inquiéter. Voilà, c'est des questions de sûreté. Voilà. Comme aujourd'hui, on peut avoir d'autres. À la fin des années 70, il y a eu l'accident de 3 Mile Island, et puis après, il y a eu Tchernobyl en 86, et puis évidemment. Et donc oui, ça c'est vrai que les partis verts se sont construits en fait sur la peur du nucléaire ou sur la volonté qu'on se passe du nucléaire, et ça a eu beaucoup d'influence par la suite, et le côté antinucléaire a créé ce problème chez nous, quoi. Alors dans le prolongement de la question sur le nucléaire, on peut aussi s'interroger sur l'impact de l'écologie et on va dire du succès de cette idéologie sur la transition énergétique. Donc la transition énergétique est une conséquence des émissions de gaz à effet de serre et des inquiétudes climatiques. Et donc, l'idée, c'est, en gros, elle est facile à expliquer, pas facile du tout à faire. La transition énergétique, c'est on substitue des sources d'énergie décarbonées aux énergies fossiles qui sont carbonées et donc qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Voilà, on va dire, c'est aussi simple que ça. Alors, mon sentiment, avant de vous laisser la parole, c'est que en matière d'alerte sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le poids des énergies fossiles, je trouve que l'écologie a eu un rôle à jouer son rôle. Je trouve qu'ensuite, après, le fait qu'on soit dans des postures idéologiques et qu'on cherche à formater à partir d'études, de conclusions, de points de vue, de légendes urbaines, les politiques énergétiques sont désastreuses. En imposant des technologies, en étant par exemple antinucléaire par principe, alors que c'est l'électricité la plus décarbonée, donc en faisant une religion des renouvelables, etc. Donc en étant en guerre contre l'automobile, avec des raisons qui sont parfois mauvaises ou avec des conséquences sociales et politiques qui sont difficiles à gérer. Donc je pense qu'il y a bon nombre de politiques et de stratégies énergétiques imposées par les écologistes qui ont été très négatives, mais en revanche, que le rôle de départ qui est d'alerter et finalement de pousser la transition énergétique est, à mon sens, pas négatif. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et puis après, juste pour ensuite passer au fait qu'on a eu en France un ministère de la transition énergétique et qu'aujourd'hui, on n'en a plus. Absolument. Donc là, voilà. Oui, alors est-ce que l'écologie a eu moi, je pense que a eu un impact positif et l'écologie a pu avoir un impact positif lorsque elle n'était pas en odeur de sainteté, pour faire simple. C'est-à-dire que lorsque les élites étaient sceptiques sur l'écologie. Parce que là, évidemment, elles titillaient un peu le pouvoir pour améliorer certaines choses, pour améliorer les performances environnementales, pour essayer de faire en sorte d'atteindre une... un meilleur équilibre entre les intérêts économiques et c'est ça, et donc à corriger les effets pervers de façon plus importante. Donc là, sur la protection des espèces, etc., bien qu'aujourd'hui, il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais
Donc il y a eu un rôle comme ça, mais quand elle était elle faisait partie de la minorité. Mais à partir du moment où elle est devenue à la mode et plus que ça dominante, eh bien pour moi ça a été une catastrophe. Et c'est pour ça aussi que j'ai rompu moi avec le milieu écologique. C'est parce que je crois que si on a pu être, là je dis nous, utile à un moment donné, on devient extrêmement nuisible à notre pays, à l'Europe, etc. Et donc, je pense qu'il faut se sortir de cette obsession de la crise. Et voilà. Donc, et en plus, oui, l'affaire du climat, si vous voulez, ça c'était notre discussion de la dernière fois. Cette espèce de volonté de vouloir passer d'un modèle à un autre de façon urgente et crée d'énormes difficultés et donc va nous ruiner en fait sans régler absolument aucun sujet sur le CO2 quoi. Puisque ça c'était la discussion c'est la bonne transition avec la question suivante en fait que je vous ai déjà posée Bertrand Alliot, qui est quand on pousse un certain nombre de solutions radicales sans en voir les conséquences sociales et politiques, la conséquence, c'est que il y a des oppositions grandissantes, il y a des révoltes. On a connu les gilets jaunes en France, on a vu les révoltes, en tout cas, oui, les révoltes agricoles un peu partout en Europe, et on assiste donc à ce qui pourrait être le premier reflux de l'idéologie et de son poids politique. Et on parlait de la disparition du ministère de la Transition énergétique. L'énergie, donc, qui à partir de 2007 se retrouve sous la coupe du ministère de l'écologie, vient de repasser au ministère de l'économie. Donc il se passe quelque chose, en tout cas en France. Voilà. Donc ça, c'est ma thèse depuis un petit moment, c'est que je pense que nous sommes dans un moment où l'écologie va refluer. Parce que, à un moment donné, d'abord, les discours s'épuisent. Hein. Si vous dites que le Messie arrive et qu'il n'arrive jamais, commencez à plus finir par vous y croyez plus, et c'est un peu dans le cas sur la catastrophe doit toujours arriver, mais bon, on la voit jamais arriver. Fin du mois contre fin du monde. Voilà. Et puis il y a cette contradiction très importante, ça évidemment, parce que les objectifs aujourd'hui de décarbonation à tout prix sont complètement contradictoires avec le bien-être matériel de nos sociétés et avec la croissance économique, etc. Donc vous avez aujourd'hui vraiment une contradiction entre le projet écologique, qui est vraiment un projet de décroissance aujourd'hui. Si vous voulez arriver à baisser de façon drastique le CO2 comme c'est prévu, vous devez décroître. C'est pas la peine de discuter. C'est comme ça. Et c'est ce que dit Jean Covici, il a raison, même si je critique. Hein, Non, puis il y a des effets mécaniques. À partir du moment où vous renchérissez considérablement le prix de l'énergie et vous réduisez la quantité d'énergie disponible, vous avez un impact immédiat sur le potentiel de croissance, sur le bien-être matériel des populations. Je veux dire, vous pouvez réduire ou résumer 99% de l'activité économique à des transferts d'énergie. 99% du PIB, c'est des transferts d'énergie. À partir du moment où l'énergie est moins abondante et plus chère, eh ben forcément, vous êtes dans la décroissance. Voilà. Mais vous êtes dans une décroissance qui n'est pas nécessaire immédiatement. Si vous voulez, c'est ça la grande différence. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y a des limites à la décroissance. Et les limites à la décroissance, c'est le fait qu'on est encore dans une société d'abondance au niveau énergétique. Le pétrole est à $80, je crois. Le baril. Le baril. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que finalement... Et l'est parce que les pays producteurs limitent leur production pour maintenir le pétrole les cours à un niveau pas trop faible pour eux. Voilà. Et donc, si aujourd'hui il y a des révoltes, parce que si vous voulez, il y a une décroissance qui est tout à fait acceptable, c'est celle que vous devez subir par nécessité, encore une fois. Quand c'est la guerre. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. C'est que si, par exemple, on manque vraiment de pétrole et qu'il n'y a plus rien, en gros, on est obligé de décroître. Donc, vous n'avez pas de révolte sociale, ça n'a pas de sens. Vous avez une adaptation de la société. Enfin, il peut y avoir des violences liées à tout cela, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais là, comme d'une certaine manière, on voit pas... La décroissance est un projet injustifié au vu des circonstances, eh bien, vous avez commencé à avoir une contestation du projet écologique. Et ça, on l'a vu avec la... Est-ce que ça veut dire que le succès de l'idéologie écologique ou écologiste est finalement seulement restreint au cercle de pouvoir?
Ça veut dire que ce que vous expliquez là, c'est que une partie de la population, une grande partie, voilà, la majorité de la population, est pas convaincue par la fin du monde, on va dire, la proximité ou le risque de fin du monde. Ce qui veut dire que le succès de l'idéologie écologiste, qui est celle-là, hein, il y a une urgence absolue, en fait, ne s'est pas diffusé dans l'opinion à une échelle très large. Alors, oui et Même non. s'il y a une différence générationnelle que vous expliquez. Il s'est diffusé, mais il y a une différence entre l'admettre intellectuellement, même si c'est une fausse idée, parce qu'on peut être convaincu d'un truc qui n'existe pas, mais bon. Et puis le supporter au quotidien, c'est-à-dire il y a ça aussi, c'est-à-dire que voilà, on va vous dire qu'il faut plus prendre, oui, il faut plus avoir de voiture, il faut plus prendre l'avion, il faut se limiter ses consommations, etc. Voilà, il faut. Alors il y aura les militants, ils seront très contents, les bobos parisiens, ce que vous voulez, parce qu'ils vont trouver un nouveau projet de vie. Mais quand même, ça va être dur. Et puis il y a des gens qui sont, je dirais, dans des situations pires que les nôtres, j'allais dire, et qui sont vraiment. On a vu les gilets jaunes. C'est pas la révolte des gilets jaunes n'était pas uniquement. Enfin, c'était une révolte liée aux taxes sur l'écologie, justement. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pauvreté dans notre pays, en Europe. Et il y a des gens qui ont plus en plus de mal. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile le truc classique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un appauvrissement lié à la raréfaction et à l'augmentation des prix de l'énergie, ça pèse le plus sur les gens qui ont le moins de moyens. C'est mécanique. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? C'est la contestation qui commence à poindre. C'est la remise en cause des pactes. Du pacte écologique, d'une certaine manière, symbolique en France, et le pacte vert européen, le Green Deal, qui a été beaucoup critiqué. Et les révoltes sociales qu'on commence à voir, liées aux questions écologiques, ce sont les limites à la décroissance qui se manifestent. Parce que là, ça commence à devenir insupportable. Et donc, vous avez eu cette fameuse... ça a eu une conséquence, si vous voulez. Moi, j'y vois un signe, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est effectivement que l'énergie, ça c'était le thème de ma dernière chronique, on fait le lien avec le numéro qui vient de sortir. Donc, le ministère de l'écologie a perdu l'énergie. Donc, vous voyez, peut-être qu'on est en train de revivre le reflux de l'écologie. Et c'est peut-être un premier signe, puisque donc, d'abord, on a créé un ministère de plein exercice de l'énergie. Donc, on a sorti l'énergie du ministère de l'écologie. C'était Madame Pannier-Runacher, qui était ministre du ministère de la transition énergétique, voilà, de transition énergétique. À côté du ministère de la transition écologique. Voilà. Et au dernier remaniement... Qui était pour, on va dire, souligner l'importance de l'énergie, mais tout en le maintenant dans la même logique. Moi, j'étais favorable à cette décision, pour les raisons que j'ai expliquées. Et j'étais encore plus favorable, d'une certaine manière, au dernier remaniement et au fait que l'énergie rejoigne le ministère de l'économie. Revient au ministère de l'économie. Comme c'était la situation antérieure au ministère de l'écologie, finalement, et à 2007, je crois. Il faudrait regarder exactement. Donc c'est une affaire trop importante pour la confier seulement aux écologistes. En tout cas, l'écologie aura toujours la même façon de penser. Donc, elle aura ses obsessions et elle déterminera sa politique en fonction de ça. Et donc, c'est dangereux, effectivement, de mettre des politiques aussi cruciales pour notre bien-être dans la main d'écologistes ou d'environnementalistes, ou ce que vous voulez. Non, il vaut mieux que l'environnementaliste ait moins de pouvoir, mais soit la mouche du coche, quoi. Alors, pourtant, il y a quand même une contradiction. Ce que vous venez de décrire est une réalité. Il y a pourtant une contradiction qui est que, alors l'entrisme n'est pas le bon mot, mais on trouve maintenant dans les lieux de pouvoir économique et politique, enfin politique d'abord et économique ensuite, des gens qui sont sincèrement convaincus de l'urgence écologiste, et on les trouve à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Ce qui veut dire que la pression et la volonté de mener donc des politiques restrictives et d'aller même vers la décroissance, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, oui, ça c'est vrai. On est dans un combat politique là. Oui. Alors moi j'y vois d'abord je vois cette exfiltration de l'énergie du ministère de l'écologie comme un symbole d'une perte de pouvoir de l'écologie, mais je me trompe peut-être. Un premier coup d'arrêt. Voilà, c'est mon explication parce que ça fait très longtemps que je développe cette façon de penser, si vous voulez, sur l'écologie, l'environnement, etc. Et je vois peut-être ce que j'ai envie de voir, je ne sais pas. Donc, mais effectivement, vous avez raison. L'objectif de décarbonation reste là, malgré le fait que ce soit sorti du ministère de l'écologie. Ça, c'est évident.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est ce que vous signalez à l'échelle française. On voit ça aussi à l'échelle européenne. Pas des changements internes d'organisation politique, on va dire, mais on voit bien dans la volonté d'atténuer un certain nombre de décisions prises lors du nouveau pacte vert, le New Green Deal, notamment en matière agricole, on voit bien. Oui, oui. Donc là aussi, il y a une adaptation aux contraintes politiques et sociales et finalement au risque de voir prendre le pouvoir dans un certain nombre de pays des formations politiques fortement opposées à la transition ou aux modalités de la transition. Oui, oui, c'est un peu ça qui risque de se passer. Hein. Donc moi je pense que si on réfléchit, si on essaye de penser à ce qui se passera dans l'avenir, il y a des chances que le ministère de l'écologie redevienne un ministère de l'environnement, parce qu'il va y avoir tellement de frottements, tellement de limites à la décroissance, que finalement on va être obligé de penser autrement. Et logiquement, on va voir les transports, parce que vous savez, dans les transports et dans le logement, il va y avoir des gros problèmes aussi. Il y en a déjà. Hein. Sur le logement, il commence à passer des normes, etc., de plus en plus drastiques pour que tous les appartements, maisons, etc., soient en catégorie A pour... Non, mais ça fonctionne très très mal. Donc, voilà. On a eu de multiples réformes, par exemple de MaPrimeRénov', on a eu de multiples réformes de DPE qui permet de mesurer la quantité d'énergie dépensée dans les logements et dans les bâtiments et de les classer en fonction de leur efficacité énergétique. Ça fonctionne pas. MaPrimeRénov' s'est effondré. On a une crise de l'immobilier qui est très violente en France. Donc, on voit bien que on va dire les contraintes sont très lourdes dans ce domaine-là, et l'immobilier, le logement, le bâtiment, ça a un poids économique considérable. Et en matière de transport, les choses deviennent aussi très compliquées, notamment parce qu'on n'arrive pas à développer le ferroviaire, notamment parce que le passage à la voiture électrique est compliqué. Donc, dans les deux domaines que vous indiquez, on se heurte à des difficultés économiques et techniques. Pardon. Absolument. Et donc, on va peut-être voir ce changement-là. Cette exfiltration aussi de ces thèmes-là du ministère de l'écologie. Et puis, faut quand même dire que ce qu'on n'a pas dit finalement, que comme la révolte agricole, l'agriculture a beaucoup de problèmes économiques, ça c'est clair. Il faut pas mettre tout sur le dos de l'écologie. Mais quand même, c'est une des grandes revendications de cette crise, c'est quand même les normes écologiques qui vont trop loin. Alors, il se trouve que l'agriculture n'a jamais été dans le ministère de l'écologie. Quoique, à un moment donné, vous avez eu la pêche. C'est resté quelques mois, mais il y a eu des tentations de mettre l'agriculture dans l'écologie, parce que c'est tout à fait dans la logique. Et on a échappé à ça. Mais vous avez eu un moment la pêche quand même. Et dans d'autres États, justement, il faudrait regarder. Je crois que vous avez des problèmes de ce type-là. Et donc, quand même, la crise agricole est liée aux normes écologiques en grande partie, en fait, parce que ça devient insupportable au quotidien, parce que les règles, en plus, deviennent délirantes, etc. Et moi, je suis pas convaincu, mais je pense que, c'est ce que je dis dans la chronique, que les choses vont évoluer à cause de cette contestation sociale. Mais vous avez aussi des événements, évidemment, géopolitiques qui vont avoir leur influence, leur importance. Hein. Vous avez, aujourd'hui, on est au bord d'une guerre avec la Russie. Il est possible, probable que ça aille plus loin. Vous avez donc des problèmes financiers très importants des États d'Europe aujourd'hui. Donc une crise peut-être monétaire, une ruine des États. Enfin, donc il y a des événements qui vont peut-être aussi qui vont être d'autres encore limites à l'écologie, si vous voulez, qui vont nous forcer un peu progressivement à repasser dans une logique différente et où on va sortir justement de cette ère de l'écologie. Surtout, si je peux aller un peu plus loin, on est en fait un peu isolé dans la manière dont on aborde ce problème-là en Europe, alors même dans le monde occidental. On peut y associer les États-Unis et le Canada dans une certaine mesure, mais quand on voit, on va dire, les puissances rivales non occidentales, le Sud global, etc., puisque c'est le mot à la mode, la façon dont ils abordent cette question-là, ils sont aussi dans une logique de décarbonation, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus lointaine, beaucoup moins restrictive, on va dire. Et on voit bien la façon dont c'est géré en Chine, la façon dont c'est géré en Inde, la façon dont c'est géré en Russie, etc.
Si le vrai problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est de se donner des contraintes que les autres n'ont pas, et ce qui nous met dans une situation en matière de compétitivité économique de plus en plus difficile. Oui. Parce que le phénomène ça aussi on l'avait dit la dernière fois, qui se passe en ce moment est très localisé à l'Europe, en fait. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Alors, et un petit peu l'Amérique du Nord. Un peu l'Amérique du Nord, mais sur des États plus que d'autres. J'ai l'impression que la Californie, par exemple, est vraiment nous ressemble beaucoup. Mais c'est un phénomène assez européen. Alors, on peut essayer de réfléchir pourquoi, d'ailleurs. Alors, moi, c'est dans une hypothèse dans mon prochain livre aussi, je me demande si c'est pas lié au fait que, si vous voulez, très souvent, les écologistes, puisque l'écologie n'a pas été en odeur de sainteté pendant très longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt marginalisé en fait par rapport. Et donc, mais vous aviez donc les activistes, beaucoup, se sont réfugiés dans les institutions internationales, beaucoup. Ils sont allés faire des choses à l'ONU, tout ce qui se passe sur les histoires climatiques ou de biodiversité ou de. Alors dans le monde universitaire aussi, dans les centres de recherche. Oui, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme ils n'arrivaient pas vraiment à avoir d'accroche dans les États qui étaient occupés à d'autres choses plus urgentes, ils se sont réfugiés dans ces institutions. Enfin, à mon avis, c'est très net. Vous avez eu un activisme comme ça, un peu comme sur la paix, par exemple. Si vous êtes un activiste de la paix, vous allez vous retrouver naturellement dans les institutions internationales, parce que les États, ils ont leur propre. Alors, on va dire un peu plus naturellement que l'écologie encore, un peu plus logiquement. Voilà. Je veux dire, c'est la même logique, c'est que, voilà, en tout cas, voilà. Et donc, mais très longtemps, l'Europe, elle est restée une espèce de truc un peu hybride, au moins au niveau, je vais dire psychologique, ou de la façon dont on considérait l'Union européenne. C'est-à-dire que c'était aussi une espèce d'institution internationale. C'est un peu entre les deux, si vous voulez. C'est une institution supranationale. Voilà, mais qui a gagné beaucoup de pouvoir et qui ressemble aujourd'hui à un super État, si vous voulez. Oui, et qui a une vraie réalité politique, bien sûr. Voilà. Et donc, je me demande si c'est pas lié aussi à ce fait-là, c'est-à-dire que dans les institutions internationales, puisque vous êtes moins proche du quotidien, moins proche de la vraie vie, j'allais dire, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais vous avez tendance à parler de sujets un peu, j'allais dire, c'est pas secondaire, c'est un peu exagéré, parce que si on parle de la paix, c'est pas secondaire, mais plus idéologique. Voilà. Comme dans le monde universitaire. Oui, tout à fait. Et, académique. Et moins pressant, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais comme les choses ont changé, que l'Union européenne a pris de plus en plus de pouvoir, et sa caractéristique, c'est d'avoir pris de plus en plus de pouvoir, donc avoir plus en plus d'impact sur les gens, mais tout en n'en subissant pas les conséquences politiques. Voilà, c'est ça. C'est qu'elle est un peu détachée elle a gardé toujours un peu son comment dire, le fait que ce soit une instance internationale comme ça, même si elle ne l'est plus vraiment. Et donc, elle arrive à imposer des choses, effectivement, sans en subir les conséquences, ou en étant très loin des gens qui la subissent. Du reste, quand vous avez un problème aujourd'hui, ça commence un peu à changer. Mais quand vous avez un problème social, les gens, ils vont défiler dans les rues parisiennes, par exemple, en France. Et dans les autres pays, ça va être pareil. C'est quand même assez rare de voir les gens manifestations à Bruxelles. aller à Bruxelles. Plus, mais il y en a de plus en plus. Et là, les agriculteurs, ils sont allés. Mais le premier réflexe sur plein de sujets, ça serait d'aller au siège du vrai pouvoir, d'une certaine manière. Mais on n'y va pas. Ça veut dire que les gens, si vous voulez, à mon avis, il y a de ça c'est une des explications pourquoi l'écologie a gagné autant en Europe. À mon avis, c'est à cause de cette organisation un peu hybride entre une organisation internationale et un État, comme on en connaît un peu partout. Alors, j'y vois aussi autre chose, qui est que l'Europe est une construction tout à fait singulière et tout à fait unique. Donc, l'Europe s'enorgueillit d'avoir construit un système supranational tout en conservant des nations, avec une ambition à l'origine qui est d'assurer la paix, pour éviter que le continent replonge dans la guerre, et par ailleurs d'assurer la prospérité économique de l'ensemble des pays de l'Union. Et en mettant l'accent sur le soft power, en mettant l'accent aussi sur les droits sociaux, les droits humains, etc. Donc l'Europe a une construction très singulière. Et donc, avec une volonté qui a échoué, d'imposer cette construction, cette vision du monde, considérée comme un peu naïve,
en matière d'échanges internationaux, en matière, etc., au reste du monde. Et j'ai l'impression qu'elle a aussi voulu imposer, on va dire, une vision écologique dans cette logique-là au reste du monde, on va dire avec ce qui semble être aujourd'hui un échec similaire. Mais il y a une volonté, alors le mot est pas bon, mais universaliste, voire messianique, je crois pas, mais en tout cas universaliste, d'imposer le modèle européen, qui est considéré comme un modèle, finalement le modèle le plus réussi, le plus bienveillant au reste du monde. Et dans le domaine écologique, on peut peut-être considérer que c'est une chose similaire. Oui, c'est un peu ça. C'est que ils sont un peu éloignés des responsabilités quotidiennes, j'allais dire du père de famille ou de l'État d'une certaine manière. Il est trop loin et donc il arrive à être beaucoup plus idéologique que les autres. Mais parce qu'il est moins au contact du monde, quoi. Et donc, alors le problème, c'est que ce modèle aujourd'hui est en reflux, parce que avec les conflits militaires, avec les problèmes de souveraineté, évidemment politique et militaire, mais de souveraineté économique, de souveraineté technologique, etc. Donc le modèle très ouvert, le modèle de on va imposer notre fonctionnement à l'échelle du monde, a complètement volé en éclats. Oui. Donc on est obligé vous parliez du risque de guerre, d'économie de guerre, de mobilisation, du conflit de la guerre sur le territoire européen, mais également de l'impact aujourd'hui énergétique, même s'il est relativement limité, mais il existe tout de même, du conflit au Moyen-Orient. Faire passer des tankers en mer Rouge, ça devient de plus en plus compliqué, et par le canal de Suez, ça devient de plus en plus compliqué depuis plusieurs mois, par exemple. Les tankers et les méthaniers, d'ailleurs. Et ce contexte-là, et puis une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi les élections, puisque ça peut avoir un impact sur la majorité, notamment au Parlement européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est très marquée, le Parlement européen. Il peut changer, il peut y avoir dans ce Parlement beaucoup plus d'européo-sceptiques, de sceptiques de l'Europe, plus populistes d'une certaine manière, et donc plus opposés au Green Deal, en fait au pacte vert, parce que c'est ça là en fait ce qui va se jouer pour les européennes, c'est en partie cette question du pacte vert. Est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? Est-ce que les listes vont être pour ou contre, en gros, hein. Et là, il va y avoir des choses intéressantes à mon avis, mais le Parlement européen peut-être sera beaucoup plus difficile à manœuvrer dans la prochaine mandature, parce qu'il va être différent sociologiquement, etc. Et donc ça va peut-être aussi marquer un reflux de l'écologie. Et pour en finir et revenir à notre sujet, qui est celui, même si ça c'est évidemment notre sujet, mais notre sujet principal, central, qui est celui de la transition énergétique, est-ce qu'on peut considérer finalement que on va dire le retour de balancier, puisque c'est à ça qu'on assiste, aura un impact positif sur la transition énergétique, en ce sens que il ne s'agit pas de la remettre en cause. D'ailleurs, on voit dans les sondages d'opinion cette espèce de contradiction que vous indiquiez entre le fait qu'une grande majorité de la population considère que la transition énergétique doit être menée, et par ailleurs s'oppose aux mesures telles qu'elles existent, qui pèsent sur leur budget ou qui pèsent sur leur mode de vie. Mais cette espèce de contradiction qui est aussi dans la population. Donc, pour en revenir à ma question, est-ce qu'on peut imaginer que on va continuer à mener la transition énergétique, mais sauf qu'on va la mener de manière, on va dire, un peu plus cohérente, un peu plus responsable, plus par palier et par étape, et en mesurant bien les conséquences économiques et sociales, et la clé qui est l'acceptabilité sociale de ce qu'on fait, sinon ça mène nulle part. Oui, c'est l'espoir que nous avons, et j'espère que de plus en plus, en se sortant des ornières écologiques, en fait, on va retrouver l'environnement déjà, et donc sur des politiques, parce que l'énergie, moi j'ai toujours dit, moi je suis environnementaliste à l'origine. Mais alors j'écris dans Transition énergie, mais je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, et j'allais dire que je suis forcé de m'y intéresser, alors que pour moi ce n'est pas de l'écologie, ce n'est pas de l'environnement. Vous voyez, c'est une politique parmi d'autres qui va avoir des impacts, comme toutes les politiques, sur l'environnement. Mais c'est pas une politique. Donc il faut qu'on. C'est devenu central à cause de la question climatique. La question de la climatique. Mais je conteste ça parce que je dis on a le temps. Bon, je renvoie à ce qu'on s'était dit la dernière fois. Mais donc j'ai l'espoir, et c'est ça l'enjeu, c'est que les politiques énergétiques
retrouvent leur finalité, c'est-à-dire, comme dirait mon co-chroniqueur, le Floch-Prigent, il dit il faut avoir une politique énergétique pour avoir une énergie abondante et bon marché, et souveraine, je crois qu'il rajoute aussi. Donc, c'est ça la politique, les finalités de la politique énergétique. Ce n'est pas de sauver le monde. Si on veut, voilà, donc il faut un peu se calmer sur la décarbonation, c'est-à-dire que on va pas la faire en 15 ans, c'est pas possible. Il faut juste prendre notre temps parce qu'on a le temps. Et puis voilà, et il faut retrouver la finalité des politiques énergétiques. Comme je le dis tout le temps, c'est toutes les politiques sectorielles qu'on a vues, qui ont été mêlées au ministère de l'Environnement, finalement, ont été perturbées par l'objectif environnemental qui est devenu prioritaire. Il faut retrouver les objectifs tels qu'ils sont définis naturellement, voilà, par le sens commun sur les transports. En tout cas, elles n'ont pas été etc. efficaces. C'est-à-dire que, pour peut-être finir là-dessus, dans les 3 domaines qui ont été rattachés, si on revient au début de notre discussion, donc les 3 domaines qui ont été rattachés au ministère de l'écologie, quand il est devenu ministère de l'écologie à partir de l'environnement, donc l'énergie, les transports et le logement, à chaque fois les politiques de décarbonation dans ces domaines-là ont été peu efficaces. Oui, en plus, un résultat nul. Donc, franchement, donc on est en train de détruire des secteurs. Et en plus, sur l'objectif de départ, c'est complètement foireux. Bon, franchement, il faut un peu se réveiller, quoi. Donc voilà, l'exfiltration de l'écologie est une bonne nouvelle. Très bien. Eh ben, on va finir sur ça. Merci beaucoup, Bertrand Alliot. Merci, Eric. Et puis, on se reverra forcément. Oui, bah, j'espère.